Vous savez, ce gros mot. Je trouve que nos élites ont un petit peu oublié ce qu'est le peuple et qu'ils se rappellent de temps en temps à leurs bons souvenirs. Cette élection américaine, elle dit aussi de ce qui peut se passer dans notre pays. On a posé la question aux Français. Est-ce que vous comprenez le vote américain, cette forme de révolte donc populaire face à des élites qui sont méprisantes? Écoutez les réponses qu'ils ont apportées à Olivier Madinier dans la région lyonnaise. Je le comprends, oui, tout à fait. Non, les inégalités se creusent entre le monde élitiste et le peuple. On a le même problème, mais à beaucoup moins grande échelle. Ouais, nous, les élites, sont trop déconnectés de la réalité du terrain. Je suis pas très Trump, mais même pas du tout. Mais il fait partie de. Il a parlé correctement aux Américains, tout simplement. C'est ce qu'ils voulaient entendre, c'est le nationalisme, le pays avant tout. Et les élites vivent, je pense, dans un monde qui leur est propre, un monde où l'argent ne compte pas, alors qu'aujourd'hui, les peuples des démocraties sont beaucoup touchés par la crise et je pense qu'en fait, l'argent compte beaucoup pour eux. Qui parle à une autre Amérique, celle qui travaille, c'est un peu au fond l'Amérique des Gilets jaunes et ça, on peut comprendre ici. Alors bien sûr, le personnage, il peut des fois laisser à désirer, mais il parle aux gens simples et ça parle. C'est très intelligent ce que disent les Français, comme toujours, Eugénie Bastier. Les élites sont déconnectées et Trump, comme d'autres parfois, parle de façon simple au peuple. Oui, alors ce qui est sûr, c'est que évidemment, les États-Unis sont très différents de la France et je ne pense pas qu'il y ait un Trump français qui puisse exister un jour. Mais quand on regarde, il y a une dynamique qui est la même entre la France et les États-Unis, c'est la divergence entre ce que Christophe Guillet appelle la métropolia d'un côté et la périphéria de l'autre. Ces deux mondes qui ne se parlent plus, qui ne se côtoient plus. Les grandes villes et le reste, en fait, les périphéries. Et aux États-Unis, on le voit très clairement. À Washington, par exemple, vous avez 92% de la population qui a voté Kamala Harris. On a retrouvé exactement ces mêmes scores pendant les législatives en France. Vous avez Paris et les grandes métropoles où le RN fait 10-15% maximum. Et donc, on a vraiment une déconnexion entre les poumons économiques où se concentre l'élite médiatique, politique du pays et le reste. Et ça, pour le coup, c'est une dynamique qui traverse tous les pays occidentaux et qui est commune aux États-Unis et à la France. Et c'est ça, à mon avis, qu'on doit méditer sur l'élection américaine et qui peut nous servir en France, non pas en essayant de trouver un Trump français qui de toute façon n'existera pas, mais de ces dynamiques électorales, elles sont là et elles sont profondes. Moi, je parle de la révolte du peuple, François. Vous interprétez ça comme ça ou pas? Oui, c'est comment qui dit arrêtez de nous mépriser, quoi. Les gens nous disent, et quand les auditeurs disent, c'est un peu pareil chez nous, quand on voit le vote aux législatives, l'expression des 11 millions de gens qui ont voté à l'Assemblée nationale, et le résultat où tout le monde se met d'accord pour éviter que ces gens-là puissent s'exprimer dans l'hémicycle avec des postes de responsabilité, c'est tout à fait ça. C'est de dire, mais on vote, il y a eu une dissolution, vous nous demandez de nous exprimer, on le fait, et notre vote, vous dites, c'est pas le bon, il faut en changer. C'est un peu ce que voulaient les élites aux États-Unis en disant, mais on est des démocrates, on peut pas voter pour Donald Trump. Et maintenant qu'il a gagné, oh là là, le pays est en danger. Donc en fait, ils veulent des élections, mais quand ils gagnent. Et quand ils perdent, ils contestent le résultat. En fait. C'est plus difficile là-bas qu'ici. Catherine Ney. Oui, sur les Gilets jaunes, d'abord, ça a été les conséquences de l'arrêt du cumul des mandats. Parce qu'ils sont, quand il y a eu on a pris des mesures, notamment sur le prix de l'essence ou sur les 90 km. Qui étaient des 80 km. C'est parce qu'ils étaient déconnectés. Ils ont voulu parler, qu'on les écoute, et ils ne pouvaient plus s'adresser. Ils avaient des nouveaux élus qu'ils ne connaissaient pas, dont ils ont été plus ou moins tagués les permanences. Ils se retrouvaient sur les ronds-points pour se parler entre eux. Et faute d'avoir un interlocuteur à la mairie, puisqu'ils n'allaient plus à Paris porter leur parole, ils sont venus à Paris eux-mêmes. Et là, on peut dire qu'un samedi, l'Élysée a eu très peur, parce qu'ils étaient très proches, avec des fourches, et ça allait très mal. Et alors, ils étaient à l'Arc de Triomphe, on s'en rappelle très très bien. Un sociologue avisé avait dit au président, écoute, il vaut mieux, puisque c'est une révolte du peuple contre l'élite, il vaut mieux que tu supprimes l'ENA plutôt qu'ils viennent te couper la tête. Donc, c'est pour ça que Emmanuel Macron, qui dans son livre Révolution disait qu'il ne toucherait pas à l'ENA, a supprimé l'ENA, avec des conséquences qui sont autres. Il a tué une marque et qui ont des effets secondaires. Mais la colère populaire demeure. Voilà. Mais la colère populaire demeure. Parce que ce n'était pas la réponse. Bien sûr, parce que là, ils ont toujours le sentiment d'être méprisés. Absolument. Mais la force de l'élection de Trump, c'est d'avoir réussi à dire la cabale dont je suis victime médiatique, politique et judiciaire, en fait, elle est organisée par les mêmes que ceux qui, vous, le peuple américain, vous empêchent de travailler, vous empêchent de vivre, vous asphyxient, vous imposent les normes wokistes, vous imposent l'immigration. Et c'est ça, en fait, moi,
si on peut simplifier un peu, schématiser la réussite de cette élection, je trouve que c'est à travers ça. Et effectivement, je rejoins ce que dit Catherine Ney. Le problème, c'est que quand l'élite en France essaye de trouver des réponses en direction du peuple, en fait, à chaque fois, ça tombe à côté parce que ils se disent, typiquement, Emmanuel Macron qui se dit, pour calmer la colère populaire, je vais supprimer l'ENA. Mais comment est-ce que ça peut émerger? Mais je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent même pas l'existence de l'ENA, et c'est pas méprisant de dire ça. Ça correspond à une réalité, et ce n'est absolument pas ça qui va les satisfaire. C'était pas la revendication des Gilets jaunes. Ah non, ils n'ont pas demandé la suppression de l'ENA. Rachel, il y a aussi c'est quelque chose contre le wokisme aussi, ça. Ah oui, non mais complètement. En fait, il y a deux choses. Je trouve que déjà dans le texte aux États-Unis, la Constitution, elle commence par "We the people", nous le peuple. Et en France, notre Constitution commence par le peuple français. En fait, il y a quand même un détachement entre les deux dynamiques et l'énergie. Et effectivement, ce qui s'est passé là avec Donald Trump. Ce sont pourtant des personnes qui n'aiment pas forcément le personnage, qui est quand même assez sulfureux, etc. Mais ce racialisme, ce wokisme, ces replis identitaires qui sont imposés à des personnes, que ce soit aux islamiques, aux afro-américains, ce sont des formes de prison mentale dans lesquelles les personnes ne veulent pas s'enfermer. Et par ailleurs, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réuni toutes ces personnes-là autour du drapeau américain. Ces personnes-là, chez elles, elles veulent avoir le drapeau et se reconnaître dedans. Eugénie et Catherine. C'est paradoxal parce que c'est ce que soulignaient plusieurs commentateurs, notamment conservateurs aux États-Unis, c'est que peut-être la première fois que le Parti conservateur a créé une coalition multiraciale, puisque vous avez 45% des latinos hommes qui ont voté pour Donald Trump et 20% des hommes noirs américains, ce qui est le taux le plus haut. On peut dire que c'est pas beaucoup, mais c'est le taux le plus haut dans l'histoire américaine pour les républicains. Et donc, paradoxalement, celui qu'on traite de fasciste et de nazi est le premier président républicain à avoir fait une coalition multiraciale et post-libérale. Et c'est assez intéressant, je trouve, à regarder. Parce que et avoir obtenu le vote populaire, justement. Et avoir obtenu le vote populaire. Catherine Ney. Il faut reconnaître que Trump est un homme politique extraordinaire. D'abord, la première fois, il a éliminé lors des primaires tous les candidats républicains. Il n'y en a plus. Et donc, c'est la première fois aussi que pour ces nouvelles élections, il n'y a pas eu de primaire, puisqu'il était autodésigné et qu'il n'y a plus de candidat. Il était le seul candidat possible. Mais il a gagné, il a pulvérisé tout le monde. Oui, enfin voilà, il les a. Bon. Et donc, il était considéré déjà comme le candidat. Le prochain candidat. Mais surtout, il s'est baladé absolument dans tout le pays. Il a vu tout le monde. Il est revenu. Il a montré qu'il s'intéressait aux gens. Il les faisait rire. Et il parlait comme eux, si quelquefois pouvait nous révulser, mais il était proche des gens et il leur annonçait évidemment qu'avec lui, ça serait l'America Great Again encore plus, et voilà, qu'il allait les guérir de tous leurs maux. Mais il a quand même pris une énergie. 250 meetings. Oui, voilà. Même plus que ça. Bon, je veux dire, une énergie. Or, je crois qu'aujourd'hui, d'abord, un pays se donne à celui qui désire le plus. Or, lui, il a montré que lui, d'abord, depuis 4 ans où il n'avait pas été battu, où il avait été... voilà. Il n'a pas arrêté. Donc, ça a été quelque chose, c'est quand même, oui... Vous avez entièrement raison, d'un travail. Et aujourd'hui, vous savez, chez les politiques, il y a l'intelligence, il y a le savoir-faire, mais... Ce qui prime, c'est l'énergie. L'énergie et l'écoute des Américains. Je voudrais qu'on écoute quelques témoignages, mais qui sont poignants. Parce que l'Amérique ne va pas si bien que ça. Il y a une énorme pauvreté, une grande précarité pour les salariés. Terrible, écoutez ces témoignages édifiants recueillis par nos équipes d'Américains parce que, qui ne gagnent pas leur vie, qui ne s'en sortent pas. Écoutez-les. On travaille 50 heures par semaine. Une semaine le jour, une semaine la nuit. Nous nous battons pour une meilleure vie, de meilleurs salaires, davantage de sécurité et un meilleur planning. Donald Trump souhaite supprimer les taxes sur les heures supplémentaires. Il veut aussi fourrer davantage, ce qui n'est pas très bon pour l'environnement. Mais les États-Unis ont beaucoup de voitures, beaucoup de gaz. D'ailleurs, notre prix du gaz a augmenté depuis qu'on importe du pétrole. La production de notre propre pétrole nous aiderait beaucoup. J'ai perdu ma jambe quand j'étais au lycée. Elle a été coupée dans un accident de voiture. Aujourd'hui, c'est très dur de survivre. Je paye les factures en début de mois et ensuite nous vivons à crédit le reste du mois. On va sûrement devoir vendre la maison parce qu'on est fauché. On n'a plus rien.
Ma femme ne peut pas travailler non plus. On n'a pas d'aide du gouvernement. Donald Trump peut-il changer quelque chose? J'espère, même si c'est trop tard pour nous. Voilà pour ces témoignages édifiants. C'est les mêmes problématiques qu'on rencontre chez nous. Je suis parfois un peu agacée par le discours de certains libéraux français qui montrent toujours en exemple les États-Unis en pointant du doigt le décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis. Et c'est vrai, quand on regarde les critères macroéconomiques, notamment la croissance américaine, elle est bien plus forte qu'en France et dans les pays européens, mais ce sont des critères macroéconomiques. Et ça masque une très très forte inégalité et une pauvreté, une misère beaucoup plus forte qu'en Europe. Et je voudrais rappeler quand même que l'espérance de vie des Américains, de la classe ouvrière blanche américaine, a reculé ces dernières années. Donc il faut aussi arrêter avec cette espèce d'image d'une Amérique florissante avec une Europe décrépite. Nous avons des graves problèmes, nous ne produisons pas de croissance, mais aux États-Unis, cette croissance masque des inégalités très fortes, parce que vous avez la Silicon Valley qui produit énormément d'économie numérique, qui produit énormément de croissance, mais cette croissance, elle n'est pas distribuée équitablement dans le reste de la population, et il y a une classe ouvrière blanche qui décroche complètement. François, un petit mot avant la pause. Un peu sur les élites aussi, moi, ce que j'ai constaté au fil des années, c'est qu'aujourd'hui, il y a des élites qui ne connaissent pas la France, en fait. Ils ne la connaissent pas telle qu'elle est, avec sa diversité, et parfois, on ne peut pas dire qu'ils aiment les gens. Voilà. Et donc, quand on est responsable politique et qu'on ne connaît pas son pays et qu'on n'aime pas forcément les gens, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Non, mais après, c'est aussi les erreurs du camp démocrate. C'est-à-dire que, là, du camp démocrate, c'est que c'est en réalité la détestation de ces idéologies déshumanisantes et complètement déconnectées étaient telles qu'ils sont allés voter pour Donald Trump. C'est ça aussi. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant.